Afrique Média, le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. Dans un instant, les titres. Influence Russie en Afrique, la SADC exprime son mécontentement face aux mesures punitives décidées par les États-Unis. Adoptée par le Parlement américain en avril dernier, une loi relative à la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique permet à Washington de sanctionner les gouvernements et les fonctionnaires accusés de complicité. La communauté de développement de l'Afrique australe a exprimé dans un communiqué publié le jeudi 18 août son mécontentement concernant le fait que le continent soit la cible de mesures unilatérales et punitives en vertu de la loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique, récemment adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis. Et puis, lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso et le Niger invitent le Mali à revenir dans une coopération militaire. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays touchés par les violences djihadistes, partis du nord du Mali en 2013, ont invité le lundi 22 août Bamako à revenir assumer ses responsabilités dans le cadre d'une coopération sous-régionale. À la mi-mai, les autorités de la transition au Mali, empêchées d'en assurer la présidence, ont décidé de se retirer du G100 Sahel et de sa force conjointe, une alliance militaire luttant contre les groupes djihadistes, invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de l'organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la vitrine. Afrique Média, le monde, c'est nous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au Grand Journal sur la télévision panafricaine. Nous l'annoncions au titre lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso et le Niger invitent le Mali à revenir dans une coopération militaire. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays touchés par les violences djihadistes partis du nord du Mali en 2013, ont invité le lundi 22 août dernier Bamako à revenir assumer ses responsabilités dans le cadre d'une coopération sous-régionale dans la lutte anti-djihadiste. À la mi-mai, les autorités de la transition au Mali, empêchées d'en assurer la présidence, ont décidé de se retirer du G100 Sahel et de sa force conjointe, une alliance militaire luttant contre les groupes djihadistes, invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de l'organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. Nous avons passé en revue la situation sous-régionale et avons pensé que le Mali est aujourd'hui le grand absent de la coopération dans le domaine de la défense, a déclaré le ministre de la Défense du Niger, Al-Kassoum Indadou. Il faut qu'on travaille pour que le Mali puisse revenir et assumer ses responsabilités et jouer son rôle, a-t-il donc ajouté, accompagné de son homologue, le ministre burkinabé de la Défense, le général Barthélemy Simporé, s'exprimait donc au sortir d'une rencontre avec le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sondaogo. Au-delà de ces opérations, nous envisageons de faire une manière plus régulière et permanente des opérations sur le terrain entre différentes forces armées pour faire en sorte qu'elles occupent le terrain, prennent le contrôle et ne puissent pas laisser un seul centimètre au Niger, aussi qu'au Burkina Faso, aux terroristes, a donc affirmé Indatu. Du 2 au 25 avril, les soldats des deux armées avaient mené une opération conjointe nommée Tanli 3, Alliance aux cohésions en langue goumanché, parlée dans l'est du Burkina Faso, permettant de neutraliser une centaine de terroristes selon les deux états-majors. Le Burkina Faso et son voisin, le Niger, font face depuis plusieurs années à des attaques djihadistes régulières et meurtrières attribuées à des groupes affiliés à l'organisation État islamique et à Al-Qaïda. Elles ont fait des milliers de morts dans les deux pays et des centaines de milliers de déplacés fuyant donc leur foyer.
On va rester sur cette actualité recevoir dans ce journal. Notre premier invité, il s'agit de Nestor Podas pour parler bien sûr de l'invitation du Burkina Faso et du Niger au Mali à rejoindre bien sûr la sous-région, notamment le G100 Sahel. Bonsoir à vous Nestor Podas, et donc le Mali, le Burkina Faso plutôt et le Niger ont encore exprimé leur désir de revoir le Mali réintégrer donc le G100 Sahel. Ils invitent donc le Mali à retrouver cette organisation pour une solide coopération militaire. Que pensez-vous déjà de cette demande ou alors cette invitation du Burkina Faso et du Niger à l'encontre du Mali qui s'était retiré, on se souvient, il y a de cela quelques mois? Bonsoir madame, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les panafricains du monde entier. D'abord, d'entrée de jeu par rapport à cet appel de la part du Niger et du Burkina Faso, je trouve que c'est absurde, c'est totalement irresponsable de leur part d'appeler un pays qui veut s'émanciper à revenir dans l'esclavage. Pourquoi le Mali doit revenir? Moi, je ne vois pas pour des raisons pour lesquelles le Mali doit revenir. Le G5 Sahel a été mis en place, piloté par la France, ce qui veut dire G6. Donc, c'est maintenant qu'il a retrouvé son vrai nom de G5 Sahel, puisque maintenant, ça reste Mauritanie, Burkina, Niger, Tchad et puis la France. Donc, c'est maintenant qu'il a son vrai sens de G5 Sahel. Pourquoi ils veulent que le Mali revienne là-dessus? Alors, le Mali a pris un chemin de libération et nous tous, nous pensons que tout dirigeant soucieux et intelligent qui aime, qui a l'amour de sa patrie et de son peuple, c'est d'emprunter le même chemin que le Mali. Mais appeler le Mali de revenir en arrière par rapport à ce qui est déjà fait, moi je trouve que c'est trop incongru, c'est de façon bête et puis en plus, ça va résoudre quoi? Donc c'est la preuve que le terrorisme n'est pas quelque chose d'incontrôlable, ni quelque chose qu'on ne peut pas mettre à fin. Donc, les façons de parler, les autorités burkinabées et maliennes viennent de prouver que non, ils sont complices du terrorisme avec la France et l'OTAN, Amérique, France et autres. Et donc, je peux dire que les dirigeants politiques et des officiers supérieurs militaires sont complices de cette situation de terrorisme. Donc, c'est pourquoi Mali veut quitter dans ça, il veut le ramener Mali dans cette situation de merde. Donc, c'est la preuve que la population et les soldats de rang, ainsi que les gendarmes et les policiers qui sont les sous-officiers, doivent prendre leurs responsabilités pour ramener l'ordre dans ces pays-là et mettre fin au terrorisme. Parce que si on va suivre ces dirigeants pourris et perdus, avec des officiers supérieurs félons, corrompus, à la solde de la France qui est complice du terrorisme, nous n'en sortirons jamais. Voilà, donc moi, pour ce que je peux dire à cela, si ces autorités-là sont malins, qu'ils reviennent à la raison le plus tôt possible, sinon le peuple va s'assumer ainsi que des soldats de rang sérieux et capables et responsables. Merci beaucoup. Nestor Podas, on rappelle qu'ils appellent aussi le Mali à revenir assumer ses responsabilités. On se souvient bel et bien qu'à la mi-mai, les autorités de la transition malienne avaient décidé de quitter le G5 Sahel, tout simplement parce qu'on ne leur avait pas remis ce qui leur revenait de droit. Et si jamais on remettait la présidence du G100 Sahel au Mali, accepterez-vous qu'ils reviennent dans cette organisation pour s'associer aux autres nations qui y sont déjà? Pour moi, c'est trop tard. Ce n'est pas la peine pour le Mali de faire une marche arrière. Si G5 Sahel pouvait régler le problème, ou bien c'est la présidence de G5 Sahel qui pouvait régler le problème, je ne pense pas que c'est ça qui peut régler le problème, parce que le Mali a eu à assumer plusieurs fois la présidence du G5 Sahel. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Donc, le G5 Sahel est mort de sa belle mort. Ils n'ont qu'à se débrouiller entre eux et puis Paris. Le Mali n'a rien à foutre dedans. Le Mali ne doit même plus rentrer dans ce machin-là. Et notre souhait même, c'est de voir le Mali quitter le franc CFA, quitter le MOAD, tout ça. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à emmerder le Mali. Si cet instrument-là était vraiment pour la paix, était vraiment pour le bien-être du peuple, pourquoi laisser et pourquoi sanctionner le Mali pendant 6 mois d'un embargo injuste contre un peuple qui envoie d'émancipation? Cela confirme ce que je disais. Je dis non.
le peuple africain, nous avons une mentalité de crabe. Quand un autre veut sortir, au lieu de l'aider à sortir, les autres l'aident à redescendre dans la boue. Donc pour moi, le Mali n'a rien à foutre à revenir dans le G5 Sahel. La France et ses complices n'ont qu'à aller se faire foutre avec le G5 Sahel et que le G5 Sahel doit mourir de sa belle mort et enterrer de sa belle mort. Bientôt, le peuple burkinabé va prendre sa responsabilité. Les dirigeants félons qui sont à la solde de Paris, qui pensent qu'ils peuvent continuer à chanter au nom de la France et ça va marcher, se trompent d'époque. Que Damiba prend la direction du peuple plutôt que de rester là à chanter ce que Paris lui dit de chanter. Bazoum aussi, c'est la même chose. Bientôt, il sera balayé. Damiba aussi, il a intérêt à revenir à la République très rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. À Nestor Podas, rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information. Direction à présent la Guinée, où un nouveau chef du gouvernement a été nommé par les militaires au pouvoir. Il a été nommé par décret présidentiel le 16 juillet dernier par le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, pour intérim du chef du gouvernement Mohamed Beavogui en séjour médical à l'étranger. Bernard Goumou, puisqu'il s'agit de lui, 41 ans, a été confirmé au poste de Premier ministre le samedi 20 août dernier. Initialement ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises de gouvernement de transition depuis le 27 octobre 2021. Bernard Goumou était avant son entrée au gouvernement le directeur général de l'Anana Assurance depuis 2017. Après des semaines de spéculation sur le séjour prolongé de Mohamed Beavogui à l'étranger, le suspense est donc définitivement levé. Il aura désormais la lutte de responsabilité de conduire la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement, la transition. Ces premiers mots, je mesure l'ampleur de la responsabilité qu'il vient de me confier en me nommant Premier ministre, chef du gouvernement. Je travaillerai à mériter cette confiance. Je m'engage à tout mettre en œuvre afin que les projets prioritaires déjà définis par le chef de l'État soient menés à bon port dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Je suis conscient que tout seul, je n'y arriverai pas. C'est pourquoi j'en appelle à l'engagement et à la loyauté de l'ensemble des membres du gouvernement à poursuivre l'exécution de la feuille de route assignée au gouvernement par le chef de l'État. Donc, le nouveau chef du gouvernement de la Guinée-Conakry. Nous l'annoncions également en titre Russie-Afrique. La SADC exprime son mécontentement face aux mesures punitives telles que décidées par les États-Unis. Adoptée par le Parlement américain en avril dernier, une loi relative à la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique permet à Washington de sanctionner les gouvernements et les fonctionnaires africains accusés de complicité. La communauté de développement de l'Afrique a exprimé dans un communiqué publié le jeudi 18 août son mécontentement concernant le fait que le continent soit la cible des mesures unilatérales et punitives en vertu de la loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique récemment adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis et a réaffirmé sa position de principe de non-alignement à tout conflit extérieur du continent. Et voilà, donc on va rester sur ce sujet et recevoir dans ce journal deux invités. Il s'agit bien sûr de Luc Michel et de Charlie Kenyé. Alors en ligne, nous avons déjà Luc Michel. Bonsoir à vous, Luc Michel, et dont la SADC a décidé de s'insurger contre les sanctions telles que décidées par les États-Unis à l'encontre de ces fonctionnaires et présidents africains qui ont donc décidé de s'aligner derrière la Russie. Quelle analyse faites-vous en ce qui concerne cette actualité? Bonsoir une fois de plus. Bonsoir à vous, bonsoir aux collègues panélistes et bonsoir aux téléspectateurs. Anthony Blinken vient de se rendre en Afrique, il a mené une grande tournée. Il a dit que les États-Unis proposaient un partenariat gagnant-gagnant et une collaboration. Mais en fait, ces rapports sont conçus comme des rapports de maître à esclave. Le maître américain s'arroge le droit de punir tout un continent collectivement. C'est du terrorisme économique qui a été dénoncé par Pékin, par Moscou et par New Delhi. En fait, les États-Unis, face à la Russie, sont en cours dans une grande contre-offensive en Afrique. Tout d'abord, il y a un volet militaire, c'est l'étendue de la zone d'action de l'Africom, qui auparavant ne consacrait que l'Afrique du Nord,
et qui va aujourd'hui des frontières du Maroc jusque la mer Rouge. L'OTAN, dans son dernière réunion également, a expliqué qu'il allait étendre son champ d'activité à l'Afrique. Le deuxième volet, c'est le volet de la guerre de communication. Les États-Unis ont créé un organisme spécialisé, le Global Engagement Centre, qui est chargé de mener la lutte, en particulier contre les activités de communication de la Russie en Afrique. Le Global Engagement Centre a déjà produit un rapport contre le soi-disant groupe Wagner qui a servi de base aux travaux du Conseil de sécurité contre le Mali. La troisième décision, c'est la guerre économique, c'est ce dont vous nous parlez. Les États-Unis ont voté à la Chambre des représentants une loi qui entend punir tous les États africains qui collaboreront économiquement avec la Russie. Cette loi a été votée par une majorité démocrate et républicaine bipartisane de 410 congressmen sur 420 et elle s'apprête à être votée par une majorité similaire au Sénat. Ceux qui nous racontent que les républicains de Trump ne s'intéressaient pas à l'Afrique, que c'était des nationalistes alliés aux Africains, nous ont menti ou ils ont révélé leur méconnaissance du dossier. La domination américaine en Afrique, c'est une domination bipartisane, républicaine et démocrate, et elle est guidée par un think tank américain tout-puissant, l'Atlantic Council, qui est de la même façon dirigé de façon bipartisane par les républicains et les démocrates. La SADC, évidemment, elle refuse de tomber dans cette logique. Elle est neutre dans le conflit entre les États-Unis et la Russie et elle proteste contre le terrorisme économique des États-Unis qui entend punir tous les États africains qui collaboreront avec la Russie. Mais la SADC peut faire ce qu'elle veut. Ils n'arriveront pas à s'opposer aux États-Unis, d'autant plus que ça va mal pour les lois extraterritoriales qui veulent punir les peuples. Il y a une espèce de front anti-américain qui réunit la Russie, la Chine, l'Iran, le Venezuela, l'Inde, les mouvements non alignés. Tous ceux-ci refusent le terrorisme économique des États-Unis qui s'est développé depuis les débuts du dossier ukrainien. Au nom de quoi les États-Unis ont-ils décidé d'infliger des mesures punitives aux gouvernements africains qui ont décidé d'entrer en partenariat avec la Russie? En quoi est-ce que ça gêne au point où ils ont décidé de sanctionner ces gouvernements africains? La véritable confrontation en Afrique, elle n'est pas militaire, c'est pas la guerre hybride, c'est pas la guerre de communication, ce sont les enjeux économiques. Il faut que l'Occident continue à accaparer les richesses africaines, l'uranium, l'or, le pétrole, le gaz, etc. Les États-Unis, depuis les débuts du 19e siècle, ils développent une théorie géopolitique qu'on appelle la destinée manifeste, la manifeste destinée. Ils considèrent qu'ils ont reçu de Dieu la destinée manifeste de diriger les nations du monde et ils appliquent ce programme depuis la fin de la Seconde Guerre contre l'Empire britannique en 1812. Pendant le 19e siècle, ils ont commencé par neutraliser les colonies espagnoles dans les Antilles, puis ils ont dominé l'Amérique latine. Au début du 20e siècle, ils ont développé la théorie du Big Stick, du gros bateau, par le président Theodore Roosevelt, l'oncle de Franklin Roosevelt. Ils ont décidé qu'ils devaient contrôler l'Amérique latine. Ensuite, ils sont intervenus dans la Seconde Guerre mondiale, dans la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, et ils sont devenus les dirigeants du monde. À la fin de la guerre froide, ils ont neutralisé l'Union soviétique et ils ont décidé que les théories américaines dominaient le monde. Tous les pays qui utilisent le dollar
tous les pays qui font des affaires avec les économies américaines, eh bien, ils subissent des lois extraterritoriales américaines. Le premier État qui était sanctionné, c'est la Libye de Kadhafi dans les années 90, puis a suivi l'Afghanistan, l'Irak de Saddam Hussein, l'Iran, bien entendu, et maintenant, après le Venezuela, la Russie de Vladimir Poutine. Mais avec la Russie, ils ont fait une erreur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'ils ne s'attaquaient plus à de petits États, mais à un État-continent qui est la première puissance nucléaire mondiale. La Russie a 1000 têtes nucléaires de plus que les États-Unis. Et ils sont en train de comprendre que Vladimir Poutine est décidé à neutraliser le nouvel ordre mondial américain et la globalisation américaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'arrogance américaine. Ils prétendent encore aujourd'hui mener le néocolonialisme en Afrique et dominer les États africains. Cela va leur coûter cher. Merci donc à vous, Luc Michel. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information. Le temps pour nous d'aller du côté du Kenya présidentiel, opposé à l'élection de William Ruto. On va dire que, bien sûr, Raila Odinga, opposant, a décidé de saisir la Cour suprême. La plus haute instance judiciaire au Kenya dispose donc de 14 jours pour rendre son verdict. En cas d'évaluation du scrutin du 9 août, une nouvelle élection présidentielle se tiendra dans les 60 jours. Raila Odinga, candidat à l'élection présidentielle kenyane du 9 août dernier et figure historique de l'opposition, a déposé le lundi 22 août un recours devant la Cour suprême pour contester les résultats du scrutin dévancé par le vice-président William Ruto d'environ 233 000 voix, soit 50,49% contre 48,85%. Raila Odinga a déposé en ligne devant la Cour suprême hier matin, selon l'un de ses avocats, Daniel Manzo. Une copie physique même est arrivée à la plus haute instance du Kenya peu avant 13h, heure locale, soit environ une heure avant l'heure limite. Une copie physique du même recours est arrivée à la plus haute instance judiciaire du Kenya, donc avant 13h. Des dizaines de cartons de documents ont été acheminés par camion à la Cour suprême, puis déchargés devant la presse en présence de Raila Odinga et de certains de ses partisans. D'après le camp Odinga, ces documents prouvent que 140 028 bulletins n'ont pas été pris en compte et que cela affecte sensiblement les résultats finaux dans la mesure où les candidats atteignent le seuil de constitutionnel de 50 plus pour se voir pour emporter le premier tour. Raila Odinga, soutenu durant le scrutin présidentiel par le président Uhuru Kenyatta, avait annoncé son intention de contester les résultats annoncés le 15 août par la commission électorale qu'il a qualifié de blague. Et donc, il a mis sa menace à exécution et désormais l'affaire est pendante devant la cour pénale du Kenya qui a 14 jours pour rendre son verdict. Et en cas bien sûr d'annulation des élections, elles seront reprises dans les 60 jours. Et puis on va refermer ce journal avec cette information concernant l'Ukraine qui dément être à l'origine de l'attentat qui a tué la journaliste russe Daria Dugina. L'Ukraine n'a certainement rien à voir avec l'explosion parce que nous ne sommes pas un État criminel, a déclaré un conseiller de la présidence ukrainienne Mikhailo Podolyak après les accusations de Moscou qui estime que les renseignements ukrainiens sont les auteurs de l'attaque qui a tué Daria Dugina, la fille d'un idéologue ultranationaliste réputé proche du Kremlin. Kiev dément. Daria Dugina est morte ce week-end dans l'explosion de sa voiture près de Moscou alors que son père Alexandre Dugin devait emprunter le véhicule. Pour les services de renseignement de Moscou, il n'y a aucun doute. Le meurtre de Daria Dugina a été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens. Le FSB détaille la voiture aurait été piégée par une femme de nationalité ukrainienne qui se serait infiltrée auprès de Madame Dugina et se serait enfuie en Estonie après l'attentat. C'est absurde, estime donc Oleksiy Goncharenko, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Pour ce député ukrainien, les pistes à suivre se trouvent en Russie. L'Ukraine n'a pas de raison de faire ça. C'est bien sûr possible que cela vienne des divisions internes en Russie. En Russie, il n'y a pas de démocratie. C'est pourquoi c'est possible que cet assassinat soit un signe, un symbole de division interne en Russie. L'autre hypothèse évoquée par Oleksiy Goncharenko est que celle d'une manipulation ou d'une provocation venue directement du cercle
du président Poutine pour justifier une répression accrue, mais en accusant Kiev de la mort violente de Daria Dugina, le FSB reconnaît implicitement que l'invasion de l'Ukraine a bel et bien des répercussions en Russie et un impact négatif direct sur la population, contrairement à ce qu'affirme le discours officiel. Et voilà, bataille donc de communiquer autour de la mort de la journaliste Daria Dugina. Et on va en parler dans ce journal avec notre invité. Il s'agit de Gamal Abina, internationaliste. Gamal Abina, on va dire que c'est une guerre diplomatique qui semble être donc déclarée entre la Russie et l'Ukraine au sujet de la mort de la jeune journaliste de 29 ans, Daria Dugina. Hier encore, nous en parlions avec la sortie des services fédéraux russes qui a accusé l'Ukraine. Et aujourd'hui, il y a eu la réaction de l'Ukraine qui dément formellement cette hypothèse du FSB. Et voilà donc à quoi nous attendre. On va dire que ce sera certainement un nouveau feuilleton qui va s'ouvrir en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne. J'y arrive. Bonsoir. Bonsoir. Donc, oui, vous faites référence à une guerre diplomatique, mais je crois qu'on a dépassé la guerre diplomatique puisqu'on parle d'un acte de terrorisme. On a assassiné une jeune femme de 29 ans. Je ne suis pas forcément fan des théories qu'elle a développées puisqu'elle était plutôt ultranationaliste russe, mais il n'en demeure pas moins que le crime d'une jeune femme de 29 ans pour ses idées est un crime inqualifiable et on ne peut même pas discuter sur ces questions. Alors évidemment, les services secrets russes accusent l'Ukraine et on peut comprendre qu'ils l'accusent. Ils ont fait l'enquête assez rapide. Alors je ne dis pas que ce qu'ils disent est vrai. Ça me paraît peut-être un peu rapide comme enquête, mais une chose certaine, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, parce que je vois que dans le bloc occidental, on a tendance à dire que ce n'est pas les Ukrainiens, bon, déjà ils font leur enquête sans avoir d'éléments, et de prétendre qu'il n'avait pas d'intérêt au meurtre de ces jeunes femmes ou de son père, puisque c'était le père qui était ciblé. Mais moi, je réponds simplement qu'il y a des franges en Ukraine qui avaient intérêt à son meurtre, évidemment. Il y a des franges en Ukraine qui avaient intérêt à en finir avec l'idéologue Alexandre Doukhine, qui est son père, qui avait intérêt peut-être à assassiner sa fille, pourquoi pas, puisqu'elle était journaliste, elle se faisait appeler en tant que journaliste Daria Platonova. Et surtout, il y a intérêt à frapper du côté de la Russie et de Moscou. C'est quand même un symbole très fort. Et à prétendre peut-être que les Russes ne sont pas inaccessibles puisqu'on a été capable de frapper au cœur de la Russie un des principaux idéologues supposés, puisque pour l'instant rien n'est avéré, de cette fameuse guerre en Ukraine. Alors, je pense que la réaction risque d'être à la hauteur du crime. C'est-à-dire que là, c'est un crime de sang, c'est un crime qui a été fait sur une jeune femme, encore une fois, je le répète, parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, même si j'ai entendu beaucoup de déséquilibrés mentaux se réjouir de la mort d'une jeune femme, une mort est toujours une mort de trop, qu'elle soit ukrainienne ou russe, demeurant. Et donc, en l'occurrence, là, on parle de la mort d'une jeune femme qui avait comme idéologie celle de son père, à savoir une idéologie qui existait déjà en Belgique d'ailleurs, l'Eurasie, donc l'unification de l'Europe et de l'Asie. Et donc, quand on va assassiner ce genre de personnage-là, avec une bombe télécommandée, semble-t-il, c'est ce qu'ont dit les services secrets russes, enfin, les services de renseignement, que 2 personnes ukrainiennes ont été identifiées. Alors ça aussi, c'est pareil, c'est rapide, on en saura plus. Il y a fort à parier, et j'en suis même persuadé, puisque je connais la tradition russe, que lorsqu'on frappe sur le territoire russe, on l'a vu à l'époque avec la prise d'otage du théâtre de Moscou ou Beslan, qu'en règle générale, la réponse russe est une réponse extrêmement rapide, c'est clair, réfléchie mais violente. Ils ne vont pas y aller par 4 chemins et ils vont sans doute, probablement, frapper des idéologues côté ukrainien. Ne perdons jamais de vue 2 choses importantes que j'aimerais mettre en miroir. La première, c'est que Daria Dugina, qui était panéliste d'ailleurs à Afrique Média, qui ne prenait pas fort la parole, on ne pouvait pas être d'accord sur tout. Par exemple, quand elle disait qu'il fallait qu'en Europe, les nationalistes se rallient à la cause des nationalistes russes, ils font une erreur. Les nationalistes européens, pour l'essentiel, sont des racistes, sont des xénophobes et n'ont absolument aucun point commun avec le bloc oriental de l'Europe, qui est le bloc russe. Et ça, c'est une erreur d'interprétation à laquelle je n'adhérais pas. Mais une chose est certaine, c'est que la lecture qu'elle faisait de l'Afrique par rapport à la Russie était juste. Et qu'aujourd'hui, cette lecture, qui est toujours aussi intéressante dans la mesure où l'alliance russo-africaine peut donner quelque chose peut-être de salvateur pour l'Afrique, eh bien, cette lecture a été remise en question de façon violente en l'assassinant. Alors, le jour où elle devait faire une émission à Africa, c'est le jour où elle a été assassinée, on s'en souvient. Mais une chose est certaine, encore une fois, c'est que la conséquence de ce crime de sang, de cet attentat terroriste qui est en Europe devenu un véritable jeu de théorie du complot, puisqu'il commence à dire que ce serait peut-être des Russes qui l'auraient tué, ce qui est complètement ridicule, et que les seuls qui auraient eu intérêt à sa mort, et effectivement, c'est l'opposition ukrainienne, peut-être les extrémistes ukrainiens. Eh bien, il faut savoir que le nationalisme russe, l'ultranationalisme russe, ne peut pas être nazi,
ne peut pas partager les théories nazies, c'est pas du tout leur lecture. Peut-être impérialiste, c'est possible, mais en aucun cas nazi, et que des néo-nazis ukrainiens auraient pu demander sa mort. Ça, ce serait très cohérent. Donc moi, je me pose toujours la seule question valable par rapport à ces services d'enseignement russes qui vont nous apporter une réponse, je pense, très rapidement, c'est à qui profite le crime? En aucun cas aux Russes, parce que c'est quand même ternir l'image de Moscou que de voir l'attentat terroriste sur son territoire dans la capitale. En aucun cas aux nationalistes russes, parce que c'était des personnages qui étaient respectés. Je parle de son père, évidemment, qui certainement aujourd'hui doit traverser une douleur atroce puisqu'il a vu sa fille mourir sous ses yeux quand même. Et en aucun cas des opposants russes supposés qui auraient voulu tuer des ultranationalistes russes dont on sait que les conséquences peuvent être extrêmement lourdes si c'est avéré. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est quels sont les extrémistes qui ont tenté d'assassiner donc son père et donc elle, quels sont ces extrémistes qui vont peut-être accélérer le sort de la guerre et qui va accélérer évidemment le sort des armes et beaucoup trop de morts à mon sens, et quels sont ces extrémistes qui ne veulent surtout pas qu'il y ait une paix ou une négociation directe entre l'Ukraine et Moscou. Et là aujourd'hui, la partie ukrainienne est très inquiète et on le comprend parce qu'ils connaissent très bien les réponses russes qui vont être extrêmement précises et puissantes, et on s'attend peut-être à ce qu'il y ait, c'est possible aussi, des liquidations de décideurs ukrainiens ou de radicaux ukrainiens type néo-nazis. On peut s'attendre à ce qu'il y ait ce genre d'exécution ou d'assassinat. Donc aujourd'hui, on est passé sur une autre phase de la guerre. Il y a un acte de terrorisme qui a été commis à Moscou. La guerre, c'est la guerre, les bombes, les armes, les tirs. Mais quand on tue quelqu'un avec une bombe dissimulée dans un véhicule sur un territoire qui n'est pas en guerre directement sur son théâtre d'opération, là, ça devient du terrorisme. Donc c'est vrai qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. J'ai entendu un idéologue français s'exprimer sur Daria Dugin en la traitant de taré. J'ai envie de dire que si quelqu'un est capable de cautionner l'assassinat d'une jeune femme et est capable d'oublier qu'en face, il y a aussi des néo-nazis et que théoriquement, on devrait être tous anti-néo-nazis, là, on a un problème. Donc aujourd'hui, effectivement, une pensée pour sa famille, je le répète, parce qu'une mort, c'est une mort de trop. Une pensée pour toutes les familles ukrainiennes qui souffrent de cette guerre. Il ne faut jamais oublier qu'une guerre, c'est jamais un plaisir, c'est un cauchemar. Et un espoir, je l'espère, qu'enfin rapidement, les décideurs ukrainiens arriveront à une table de négociation au plus vite pour épargner les populations civiles qui n'ont pas besoin de souffrir inutilement pour une guerre d'ego peut-être, ou une guerre stratégique qui n'est pas la leur, à savoir la guerre de l'OTAN et des États-Unis. Merci donc à vous, Gamal Abina. C'est une affaire à suivre puisque la Russie et l'Ukraine ne comptent pas laisser l'affaire passer aussi facilement. Les prochains jours, nous édifierons davantage au sujet de l'assassinat ou du meurtre de Daria Dugina. Alors, on va dire aussi merci à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision panafricaine. Rendez-vous demain pour une autre édition du Grand Journal. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.